on notait la différence au départ. Donc c'est une différence de priorité. De priorité. Juste on le rappelle vite fait pour que ce soit clair. Donc l'open source met en avant les valeurs d'efficacité, c'est-à-dire que on va mettre en avant la méthodologie de développement, la façon de travailler, et on va dire que puisque c'est plus efficace que le logiciel propriétaire, on fait ça. Mais si on nous donne un logiciel propriétaire éventuellement qui fonctionne bien, et voilà, on va quand même l'utiliser. Le logiciel libre est plutôt sur une ligne un peu plus, on va dire un peu plus tranchée, qui est de dire on privilégie nos idéaux, notre éthique, et que donc en tant qu'utilisateur, on doit systématiquement privilégier l'utilisation de logiciels qui sont sous licence logiciel libre. Alors, je vais donner un petit exemple avant qu'on passe à une petite pause musicale. C'est un vieux logiciel qui s'appelait Monet, qui était développé par Microsoft. Et voilà le problème voilà le danger du privatif. Du jour au lendemain, Microsoft s'est dit qu'il était plus rentable ce logiciel et qu'il valait mieux passer à autre chose, et il a arrêté, laissant sur le carreau les millions d'utilisateurs qu'il pouvait y avoir. Donc il n'y avait plus de mise à jour, il n'y avait plus rien. Dans le monde du logiciel libre, vous trouverez toujours quelqu'un qui arrivera en fait déjà d'une à vous le redonner, si jamais vous voulez toujours l'utiliser, et sûrement aussi, sans forcément le redévelopper, au moins le maintenir et vous permettre en fait de toujours l'utiliser. Et ça, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'on est dans le logiciel privatif, en fait, on s'enferme dans un certain monde qui nous oblige au fait à être lié réellement à ce vendeur, en fait. C'est ça la vraie difficulté, c'est que on est lié à son bon vouloir. Je veux dire, imaginez ce qui se passerait dans le monde informatique si demain Microsoft mettait les clés sous le paillasson en disant ça y est, c'est terminé pour nous, on s'arrête. Franchement, bon, moi ça me ferait marrer, c'est certain, mais je pense qu'au niveau du monde, ça foutrait une claque terrible. En dehors de l'économie de marché qu'ils ont développée pour eux, mais ça foutrait une claque terrible sur l'utilisation.
Vous êtes toujours à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4 et pour nous jouer au téléphone pendant les pauses musicales 01 43 71 89 40. Eh bien, toujours avec Jean-Pierre, Karim et Steph pour parler des logiciels libres. Et on va vous parler un petit peu de sécurité. Avant, je vais juste vous raconter les déboires d'un auditeur qui vient de nous appeler justement pour nous en faire part. Il avait acquis un logiciel moyennant un paiement, un logiciel de sauvegarde automatique. Et le jour où arrive, où on lui propose une mise à jour de ce logiciel, mais évidemment, il fallait renouveler la licence et payer de nouveau. C'est effectivement la logique commerciale des logiciels privatifs. Chose que vous connaissez la plupart du temps, notamment autour des antivirus. Et justement, on va peut-être parler un petit peu de sécurité dans ce domaine-là. Alors déjà, je dirais deux premières choses. Comme on vous l'a rappelé tout à l'heure, à l'heure actuelle dans le monde, avec 1% d'utilisateurs, des virus chez GNU Linux, il y en a pas. Déjà. C'est tout simplement le fait que probablement les plus gros développeurs de virus, on va dire, sont eux-mêmes sous GNU Linux. C'est peut-être une des raisons. L'autre raison principale, c'est que lorsqu'on veut cibler un maximum de monde, on va pas s'amuser à faire un virus qui va toucher 1% des utilisateurs. On va faire un virus qui va toucher 5, 10, si on parle d'Apple, ou 90% si on parle de Windows d'utilisateurs. Et on se fera plus remarquer chez les petits compagnons qui travaillent sur la toile et bien cachés derrière la toile, si on a touché des millions d'utilisateurs, que si on a réussi à verrouiller 2-3 ordinateurs à 2-3 pâtés de maison, ça n'a aucun intérêt. Et surtout qu'ils ne sont pas faciles à atteindre. Voilà. Mais il y a une question d'architecture aussi, qui fait que pour un novice, et au départ ça me perturbait un petit peu avant que je me rende compte que c'était pour mon plus grand bien, s'il y a une chose qu'on oublie rarement quand on utilise un système GNU Linux, c'est son mot de passe. Parce qu'on le tape régulièrement, surtout quand on vient de faire une installation. La moindre installation demande régulièrement son mot de passe. Les mises à jour demandent le mot de passe. Il y a que l'administrateur qui peut le faire. En gros, vous vous retrouvez pratiquement, pour ceux qui travaillent sur informatique, dans un réseau fermé d'entreprise. Si vous n'avez pas le mot de passe, vous êtes exactement comme l'utilisateur de l'ordinateur de votre entreprise. Vous ne pouvez rien installer dessus. Voilà. Mais ça a des raisons. C'est que c'est une autorisation qui est demandée. Et à la grosse différence des exécutables que vous connaissez sous Windows, c'est le logiciel qui vous est proposé à votre ordinateur, alors qu'en fait, je simplifie, mais Karim il pourra peut-être le dire différemment que moi. Dans un système GNU Linux, c'est moi qui autorise mon ordinateur à aller chercher un logiciel. C'est pas la même démarche. Et il va aller les chercher sur un serveur qui est maintenu par GNU Linux. Et ça, dans les dépôts, tout à fait. Dans les dépôts. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et sur une distribution GNU Linux, la simplification, c'est effectivement d'utiliser la Logitech proposée par Ubuntu. C'est ce qu'il y a de plus simple quand on est novice pour installer un logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une Logitech, c'est cette bibliothèque de logiciels qui me dit voilà, t'as ça à disposition, t'as juste à cliquer installer. Et effectivement, je vais aller te le chercher et je vais l'installer dans ton ordinateur. Mais il sait où il va aller le chercher. Et il sait qui va le donner, en fait. Chose que j'aurais jamais de logiciel lié, comme c'est arrivé à Jean-Pierre, qui en utilisant ou en ouvrant un fichier, s'est trouvé avec un logiciel lié à sa demande. Vous avez tous été sur télécharger.net, tout le monde est passé par là à un moment, et il n'arrête pas de vous demander si vous voulez
tel toolbar, tel navigateur, tel truc. Sans compter la publicité. Sans compter la publicité qui va avec. Et donc, vous avez intérêt à les décocher. Et qui n'a jamais eu la surprise d'installer un logiciel et de voir d'un seul coup, pouf, il a des pages internet qui s'ouvrent, qui lui recommandent la crème X, le savon machin, la nouvelle bagnole qui vient de sortir, et qui se dit, mais j'ai jamais, qu'est-ce qu'il a? Internet déconne. Il m'ouvre des pages. Ah non, vous avez installé un logiciel qui était lié avec autre chose, et puis cela en général est désinstallé, vaut mieux aller chercher. Vaut mieux aller chercher. Donc effectivement, il faut prendre l'habitude au début, c'est-à-dire que on n'installe pas des logiciels sur GNU Linux de la même façon qu'on installe des logiciels sur Windows. Bon, sans rentrer dans les détails, tout simplement, on va justement on n'utilise pas des exécutables, mais surtout tout est centralisé dans un système GNU Linux. Vous avez donc votre Logitech, vous tapez le nom du logiciel que vous recherchez, ou vous rentrez, il y a des rubriques qui sont, d'ailleurs tout est classé en général par thématique, vous allez dans bureautique, vous allez dans des rubriques qui vous permettent donc d'installer le logiciel dont vous avez besoin. Et cette installation se fait de façon tout à fait donc sûre, sans aucun problème, et surtout vous n'avez pas besoin d'antivirus, vous n'avez plus besoin d'antivirus comme sous Windows. Donc c'est d'une simplicité remarquable. C'est vraiment c'est vraiment très intéressant. De plus, pour ce qui est de la sécurité, moi je vais pas parler du sudo, mais c'est de ça que je veux parler. Le droit utilisateur. C'est au niveau des administrateurs, c'est-à-dire que même sur mon ordinateur, il faudrait que j'outrepasse certains droits qui me sont accordés pour aller détruire le noyau de mon système. Ce qui fait que un intervenant extérieur, déjà que moi j'aurais du mal à le faire, je vois mal comment un intervenant extérieur pourrait lui y accéder. Et c'est à ce niveau d'architecture qu'en fait, même un virus sur un système GNU Linux ne peut pas ruiner le système d'exploitation comme il est fait avec Windows. Parce que Windows, avec ce système d'exécutable qui vient de l'extérieur, a donc une architecture qui autorise déjà à l'extérieur à s'introduire au cœur même de l'ordinateur. Parce que c'est vraiment ce qui est fait, puisque quand on exécute, quand on met exécuter sur un programme, il se met au cœur même de l'ordinateur. Et s'il est vérolé, et c'est au cœur de l'ordinateur qui s'introduit directement parce que c'est le chemin qu'on lui donne. Chose qui est pas faite en fait avec GNU Linux, parce que même moi, il faudrait que j'ai un certain niveau d'informatique pour pouvoir rentrer à ce niveau-là. Et il y a des il y a des remparts. Il y a différentes couches de remparts qui font que avant d'accéder à ce niveau-là, faudra vraiment que ça soit quelqu'un qui ait envie de faire quelque chose de. Ça sera déjà un gars qui a un super niveau et qui quand même a introduit mon ordinateur depuis longtemps et à qui en fait, sans le savoir, j'offre tous mes mots de passe. En résumé, c'est très compliqué. C'est un système qui est beaucoup plus sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très utilisé pour les serveurs. C'est pour sa sûreté. Sa stabilité. Et sa stabilité. Parce que il faut pas oublier qu'un serveur doit rester tout le temps allumé et que donc sous Windows, si ça plante, c'est une catastrophe pour l'organisation ou pour la personne qui l'utilise. On a oublié de préciser aussi que les distributions GNU Linux font appel à très peu de ressources par rapport au système Windows. Alors très peu de ressources, ça signifie simplement qu'il faut pas grand-chose dans un ordinateur pour qu'un système GNU Linux le fasse tourner. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, souvent les premiers passages qu'on fait